La tension est brusquement montée entre Pékin et Tokyo, et ce, à propos de Taïwan. La nouvelle première ministre japonaise, qui appartient à l'aile dure du parti libéral-démocrate, Madame Sanae Takishi, a fait une déclaration qui a plutôt rendu furieux Pékin. Qu'a-t-elle déclaré à propos de Taïwan? Si des navires de guerre étaient employés et qu'un blocus maritime sur Taïwan impliquait l'usage de la force, je pense que cela constituerait tout à fait une situation dont on pourrait considérer qu'elle menace la survie du Japon. Donc en fait, la première ministre du Japon, qui se présente un peu comme une dame de fer, dit que s'il y avait un blocus ou une menace territoriale de Pékin sur Taïwan, cela mettrait en jeu la sécurité du Japon, et donc cela pourrait justifier le recours à la force par le Japon. On sait que Mme Sanae Takishi appartient à la même faction du PLD que M. Shinzo Abe, l'aile dure de ce parti, M. Shinzo Abe avait modifié la constitution du Japon, cette constitution pacifique mise en place par MacArthur après la Seconde Guerre mondiale, pour permettre au Japon d'entrer en guerre pour défendre un allié. Ceci a été prévu au cas où il y ait un conflit entre les États-Unis et la Chine, et que le Japon ne pouvait pas rester sans aider les États-Unis, lui qui est défendu en d'autres circonstances par les États-Unis. Les choses ont changé depuis. Pourquoi? Parce que si Joe Biden était très engagé dans la défense de Taïwan, au nom de la défense globale des démocraties, au nom de principes qu'il mettait en avant, il avait même dit qu'il y avait une sorte de garantie américaine pour Taïwan, alors qu'auparavant, il y avait plutôt la théorie de l'ambiguïté stratégique, les États-Unis se refusant à dire s'ils allaient intervenir ou non en cas d'attaque chinoise sur Taïwan. Eh bien, Donald Trump, lui, est nettement moins allant dans la sécurité de Taïwan. Et on sait qu'il ne croit pas trop aux alliances, il n'aime pas trop Taïwan, qu'il accuse d'avoir lui aussi pillé les États-Unis. Et il a même refusé un visa au président taïwanais qui devait se rendre dans les pays d'Amérique centrale qui reconnaissent encore l'île en l'été dernier. Et alors, c'est très curieux de voir que la première ministre du Japon s'engage pour Taïwan au moment où les États-Unis semblent se désengager. Mais c'est justement pour ça qu'elle l'a fait. Elle s'est dit, il y a un vide. Ce vide pourrait être interprété par Pékin comme une sorte de feu vert pour envahir l'île. Et donc, il faut donner à Pékin le sentiment que tout n'est pas joué et que le Japon pourrait se dresser sur sa route pour que la Chine ne commette pas l'imprudence de penser qu'il peut attaquer Taïwan et le conquérir pendant la présidence de Trump. Alors, on peut comprendre ce raisonnement, mais c'est un raisonnement très risqué parce que finalement, le Japon sort du bois comme jamais il ne l'a fait à l'égard de Taïwan et aussi donc à l'égard de Pékin, au moment où il a le moins de garanties de la part des États-Unis. Les Japonais ont accepté d'investir très fortement aux États-Unis lors de la visite de Trump au Japon le mois dernier. Ils ont accepté un accord commercial très inégalitaire dans l'espoir d'être toujours protégés par les États-Unis. Mais en fait, pour les alliés asiatiques des États-Unis comme pour les alliés européens, il n'y a plus de garantie. Donc on peut comprendre la logique de Mme Sanae Takishi de s'avancer pour remplir un vide et en même temps, elle se met plus en danger. Et la réponse de la Chine a été immédiate parce que la Chine a vu dans cette déclaration une ingérence dans les affaires intérieures chinoises parce que du point de vue chinois, Taïwan est une affaire intérieure chinoise et les étrangers, et encore moins le Japon, n'ont pas à s'en mêler. Peut-être qu'il aurait été plus habile pour les Chinois, au moment où il y a des doutes entre le Japon et Trump, de se montrer peut-être moins agressif, de se montrer moins ferme et d'ouvrir plus une porte pour le Japon. Mais il est vrai que si le Japon parle de Taïwan, il est impossible pour la Chine de ne pas réagir aussi fermement. La question que doivent se poser les Chinois, c'est comment faire pour faire moins peur à nos voisins asiatiques pour qu'ils cessent de vouloir trouver refuge aux États-Unis, même lorsque les États-Unis leur annoncent qu'ils ne leur accorderont pas. Alors, est-ce qu'il y a un risque réel que la Chine envahisse Taïwan? Les responsables chinois pourraient se dire, on a une fenêtre d'opportunité. Trump est au pouvoir jusqu'en 2028 et lui qui, d'une part, n'est pas très solide sur la question des alliances, lui qui n'est pas très solide sur la question de la solidarité des démocraties, lui qui veut lui-même annexer le Groenland, le Canada, le canal de Panama, donc pour qui la question de l'intégrité territoriale n'est quand même pas énorme, et en plus qui reconnaît la politique d'une seule Chine, puisqu'il ne dit pas que Taïwan doit devenir indépendant, peut-être que c'est le moment de profiter en pariant sur la non-réaction des Américains par rapport à une opération militaire chinoise. C'est effectivement un scénario qui peut être tentant pour Pékin. Mais il y a plusieurs obstacles à cela. La première, c'est qu'une guerre n'est jamais gagnée d'avance. Et que les Chinois voient ce que font les Russes en Ukraine, que rien n'est jamais moins sûr qu'une opération militaire.
et qu'en plus, Taïwan est une île qui est mieux défendue que l'était l'Ukraine. Il ne suffit pas de franchir une frontière terrestre, il faut débarquer, et l'armée de Taïwan est mieux équipée, mieux préparée et moins corrompue que ne l'était l'armée ukrainienne en 2022. Et donc, Xi Jinping pourrait jouer, en fait, finalement, son héritage historique s'il se lançait dans une opération militaire qu'il ne réussissait pas, comme Poutine l'a fait en Ukraine. Et puis surtout, cette opération aurait un coût. Bien sûr, il remplirait la mission historique de la réunification de la Chine, mais ils peuvent attendre le centenaire de l'arrivée du Parti communiste au pouvoir pour le faire. Mais cela pourrait susciter une crise économique et donc finalement un manque de confiance entre la population chinoise et ses dirigeants. Une crise aussi en interne. S'il échoue, il serait remis en cause par ses adversaires au sein du comité central. Et puis aussi l'image de la Chine dans le sud global, elle qui se présente comme un pays stable, comme un pays de confiance, comme un partenaire pacifique, contrairement au trublion qu'est Donald Trump, perdrait beaucoup de points. Donc il peut y avoir une tentation, mais elle comporte des risques qui sont quand même extrêmement importants et la prudence devrait conduire la Chine à ne pas franchir ce Rubicon, plutôt le détroit de Taïwan. Et puis il y a aussi le fait qu'il vient d'avoir une purge dans l'armée chinoise et que finalement Xi Jinping peut se dire il faut d'abord que je consolide l'armée et que ça donne une respiration de quelques années à Taïwan avant une éventuelle opération militaire. Donc on ne peut rien exclure, effectivement. Les dirigeants peuvent commettre des erreurs qui vont à l'encontre de l'intérêt, tel que Poutine l'a fait en voulant envahir l'Ukraine. Mais normalement, le scénario d'une attaque chinoise sur Taïwan n'est pas le scénario majeur. On ne peut pas l'exclure totalement, mais pas le scénario majeur. Mais en tous les cas, il est extrêmement important de noter cette montée des tensions entre Tokyo et Pékin, même si effectivement la Chine devrait se montrer plus accommodante et moins sûre d'elle-même par rapport à ses voisins asiatiques, élever publiquement la question de Taïwan, comme l'a fait la première ministre du Japon, peut paraître imprudent, et en fait, elle est quand même un peu seule pour affronter la Chine si elle n'est pas sûre de la garantie américaine. Or, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de garantie américaine qu'elle a très certainement fait cette déclaration, qui peuvent paraître une fois encore apporter un peu de crispation inutile en ce moment.